Bonjour à tous et bienvenue sur Fight Minds. Ici Chris, je suis accompagné de Brian comme d'habitude. Brian, comment vas-tu? En forme, en forme. Et nous sommes accompagnés de Yannick, qui est le coach mental de Brian, parce qu'aujourd'hui on va discuter de tout l'aspect préparation mentale et coaching mental dans le cadre du MMA. Mais pour commencer, je vais poser une question plus générique à toi, Yannick, pour nous mettre dans le contexte. Selon toi, est-ce que tu peux nous expliquer simplement ce qu'est une prépa mentale et précisément le rôle d'un coach mental au sens large? Tout d'abord, bonjour à tous. Donc, je vais commencer par une image. Je crois que ça va un petit peu simplifier les choses et une anecdote. Comme ça, on va vraiment rentrer. Enfin, les gens comprendront, je pense, plus facilement comme ça. Donc, la première anecdote, c'est hier. J'ai dû me dire qu'aujourd'hui, j'allais passer à une interview. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme la majorité des gens, j'ai stressé. Qu'est-ce que j'ai fait au bout d'une demi-heure? Mais Yannick, tu es préparateur mental. Fais ta propre préparation. Et au bout de 10 minutes, tout allait mieux. J'ai pu dormir, plus aucun problème. Donc ça, c'est une application de la préparation mentale. Maintenant, je prends un exemple d'un sportif de haut niveau, je pense qu'il est connu, même si ce n'est pas dans le domaine de la MMA. C'est Florent Manodou. Donc à l'époque où il a commencé, donc il y a un documentaire qui dure, je crois, 2 minutes, qui explique un petit peu sa préparation mentale. Il avait toutes les capacités physiques, techniques, stratégiques, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il allait voir un coach PNL qui a fait sa préparation mentale. Et suite à ça, une semaine après, il a commencé à exceller dans toutes les compétitions et il a réussi vraiment à taper les plus grands noms de la natation. Donc voilà, ça c'est un petit peu des exemples concrets d'application de la préparation mentale. Pour aller un petit peu plus loin, si je peux me permettre, je crois qu'à l'heure actuelle, beaucoup d'athlètes ont accès à de la préparation physique, des bons coachs, parfois pas, mais ils ont quand même des possibilités de pouvoir se préparer physiquement. Ils ont une préparation technique, ils ont plein de coachs, des conseillers. Tout doucement, bah, surtout quand on connaît Brian, il y a vraiment le game plan pardon, qui commence à vraiment rentrer dans le jeu, ce qui est vraiment super. Mais au niveau préparation mentale, ça pêche encore un peu. J'ai connu des sportifs qui ont gagné en étant blessés. J'ai connu des sportifs qui ont gagné par chance. Ils ont réussi à rentrer dans une cage et ils ont gagné. Comme ça, ils ne savent pas trop pourquoi. Par contre, je connais pas un sportif qui, s'il n'est pas un tout petit peu prêt mentalement, qui a réussi à faire quelque chose. Parce que généralement, s'il n'est pas prêt, déjà il ne rentre pas dans la cage parce qu'il va avoir les chocottes ou voilà, il va subir un stress ou il va abandonner au dernier moment. Donc, de la préparation, je la vois un petit peu mentale, pardon, je la vois un petit peu comme voilà un avion. Aujourd'hui, on fait des avions très performants, euh, tellement performants que parfois certains peuvent quasi tout faire eux-mêmes. Le pilote est là en cas de problème. Mais s'il y a un problème et que le pilote n'est pas prêt, l'avion il s'écrase. Hmm. Voilà, c'est vraiment le petit grain de sable, le petit truc en plus qui est pour moi indispensable, parce que si à un moment donné il se passe quoi que ce soit dans la tête du sportif, voilà, il y a rien d'autre qui peut se passer au niveau physique, mental, voilà. J'imagine que je vais aussi vous donner une petite définition plus Je t'en technique, prie. ça vous va? Ouais. Donc si on fait un peu le tour de toutes les définitions, donc elles tournent toutes à peu près autour du même sujet. Il y a une notion de développer toutes les habiletés mentales, les habiletés cognitives, en vue d'optimiser ses performances pour un objectif bien précis. Donc c'est plein de grands mots, parfois même des gros mots. En gros, qu'est-ce que ça veut dire pour être très synthétique et très simple? Eh bien, le préparateur mental, principalement le coach, parce que il y a vraiment pour moi une différence entre le préparateur mental et le coach mental. Il va mettre en place tout ce dont le sportif a besoin pour en fait être prêt un jour J. Ça va être un travail sur, ça peut être aussi profond que la confiance en soi, la gestion du stress, travailler sur la motivation. Un préparateur mental peut aussi augmenter la vitesse de récupération. Il peut permettre à un sportif d'assimiler plus rapidement un geste technique. Par exemple, un sportif doit modifier un geste technique parce que soit il est nouveau, soit il a une blessure et du coup, il y a une composante
qui s'est passé et le geste technique n'est plus parfait. Eh ben, le préparateur physique peut travailler ça. Il lève des blocages, enfin voilà, il y a quand même beaucoup d'applications. Et souvent, un sportif, même s'il n'a pas de préparateur mental, met en place des choses inconsciemment qui, avec l'aide d'un préparateur mental, donnent des choses extraordinaires. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long et j'espère que j'ai été à peu près, comment dire, Non, c'est assez précis. Moi, il y a quelque chose sur lequel j'aimerais rebondir pour ramener maintenant plus au contexte du MMA, parce que tu parlais de notamment avoir les chocottes. Je pense que dans tous les sports, tu as un peu ce stress de la performance. On va prendre moi, quelque chose qui m'impressionne énormément, c'est le 100 mètres ou la natation. Tu prends des Michael Phelps, tu prends des Usain Bolt. Ce sont des sports où ça peut se jouer sur un dixième de seconde. Et ces mecs-là, à 100% de leur performance, sont toujours au top du top. Ça m'impressionne. Mais t'as pas spécialement d'adversité. C'est toi contre toi-même. C'est toi contre ton meilleur temps. Tu as des mecs qui sont à côté, qui sont là pour faire leur meilleur temps. Et ce que les autres font n'ont pas spécialement d'impact direct sur ta réactivité. Dans les sports de combat, il y a un peu ce côté, bon, bah, je suis face à quelqu'un, j'essaie de contrôler tout ce que je peux contrôler, mais lui également, et bah, il y a d'office action-réaction, l'un face à l'autre. En plus de ça, c'est un sport où on se fait taper dessus. Est-ce qu'il y a une spécificité dans la préparation mentale pour les athlètes de MMA par rapport peut-être à d'autres sports? oui, il y en a. Donc déjà, tu viens d'évoquer quelque chose qui est extrêmement vrai. Donc si on part déjà sur les combats, les sports de combat en général, il y a une phrase, parce que je pratique moi-même des sports de combat, et souvent on me posait la question, mais pourquoi tu rentres dans une cage ou sur un ring? Quel est ton objectif? Tu dois gagner pour gagner, tu dois lui faire mal. Si tu perds, tu vas avoir mal. Donc déjà, même si c'est beaucoup plus compliqué, on est bien d'accord. Il m'est déjà arrivé avec un sportif, donc il y a des contrats de confidentialité, donc je peux pas donner les noms. D'ailleurs, ça a un impact également, ça, sur la préparation physique, mentale, pardon, puisque un contrat de confidentialité, ça veut dire que le sportif ne veut pas dire qu'il a une préparation mentale. Mhm. Ça veut dire que c'est un petit peu tabou. Donc ça veut dire qu'il y a déjà un travail à faire au niveau de la préparation mentale, et il y en a sur ce sujet-là. Bref. Donc voilà, le fait de rentrer sur un ring, enfin dans une cage, déjà il faut accepter enfin, de mettre son corps vraiment en jeu, de perdre, on peut se blesser. Donc tout ça, c'est vraiment, enfin c'est à prendre en compte dans la préparation mentale. Et si on va encore un peu plus loin dans la spécificité du MMA, donc il peut y avoir une période de striking. On peut aller au sol, on peut grappler, on peut être au sol et se faire frapper. Et tout ça, en fait, en fonction du combattant, de son historique, de ce qu'il préfère, il y aura un travail à faire là-dessus. Je prends un exemple plus concret, désolé, j'aime bien les exemples. On prend un combattant qui est très bon en pied-point. Donc dans son game plan, il va tout faire pour travailler un peu plus en pied-point. Néanmoins, étant sur un grappleur, et imaginons donc que lui, il veut rester debout, le grappleur va vouloir l'amener au sol. À partir du moment où malheureusement le grappleur va réussir à amener le striker dans son jeu, donc à amener au sol, eh bien là, il y a vraiment un travail à faire au niveau de la gestion des émotions, de la concentration, de garder la tête sur ses épaules. On est en plein étranglement alors on a plus l'habitude d'être debout et de faire du pied-point. C'est très compliqué. Et je pense que dans les MMA, on doit gérer cette notion de distance entre le pied-point, le grappling. Voilà. Donc il y a vraiment une énorme spécificité. Et surtout, il y a autant de types de coaching qu'il y a de combattants. Et surtout en MMA, il y a quand même beaucoup de facteurs à prendre en compte. Donc c'est un travail hyper intéressant, quoi. Donc oui, il y a vraiment énormément de spécificités. Et une dernière auquel on ne pense pas, les petits gants. Mm. Eh bien, la transition, donc pour l'avoir vécu avec un sportif, de passer des gants de boxe, de s'entraîner avec des gants de boxe, puis après de faire un premier combat avec des gants de MMA. Il a vraiment eu un travail énorme et sur son premier combat, il a perdu juste pour ça. Le regard de l'adversaire et le fait de prendre conscience qu'il allait se faire taper et qu'il y avait juste des petits gants de protection. Donc il y a vraiment un gros travail à faire. Intéressant.
Alors, tu parles du côté un peu tabou de la préparation mentale qui n'existe pas, par exemple, pour la préparation physique. Tout le monde sur Instagram va montrer des séquences de ses entraînements physiques. Aujourd'hui, on a un peu la chance d'avoir quelqu'un qui, soit avait un contrat de confidentialité, mais en tout cas, aujourd'hui, n'a pas peur de dire qu'il est passé par une préparation mentale. Brian, comment est-ce que tu as découvert la préparation mentale? Euh, donc j'ai découvert la préparation mentale ouais, au tout début de ma pratique des arts martiaux. Je vais faire un petit peu mon historique avec la prépa mentale, hein. Donc pour ma toute première compétition, complètement indirectement, j'avais un bouquin qui s'appelait La préparation physique aux arts martiaux, préparation au sport de combat et arts martiaux, un vieux bouquin comme ça, et il y avait une partie dedans sur la préparation mentale avec surtout de la visualisation, de la réussite, de la compétition et tout, et je l'ai fait de moi-même, juste en lisant ce bouquin-là. Ça a été ma toute première expérience, mais on va dire que je n'avais pas encore conscience de la valeur qu'avait la prépa mentale dans la compétition, dans le combat ou dans la réussite de ses objectifs. Donc j'avais suivi ça et je me visualisais en train de monter sur un ring pour ma toute première compétition. Surtout que j'affrontais un mec qui était sous-classé, qui avait déjà 3 combats, 3 KO, et que moi je voulais pas mettre de protection, donc j'étais parti en semi-pro comme un gros débile. Et, et ça m'a beaucoup aidé, je suis parti combattre sans trop de stress. Ça, c'est ma première expérience, on va dire, où j'ai conscientisé la prépa mentale. Mais sinon, en revenant un petit peu plus loin dans le passé, ma toute première expérience, entre guillemets, c'est quand j'ai commencé les sports de combat. Il faut savoir que psychologiquement, moi, ma réaction de défense face à une agression, en tout cas quand j'étais jeune, c'était la panique totale, se mettre en boule, plus avoir d'énergie, faire le mort. Mm. Et quand j'ai eu 19-20 ans, ben, que je me suis mis en couple, je me suis dit, ouais, c'est mort, je peux pas paniquer comme ça s'il y a un problème. Et donc j'ai commencé à regarder, j'ai voulu me mettre au sport de combat, et j'ai commencé à regarder des combats de Pride et tout, parce que je voulais faire comme les pompiers, tu vois, une sorte de préparation mentale de regarder des scènes un peu violentes comme ça pour, ou je sais pas moi, Orange Mécanique, tu vois? Des trucs comme ça, tu vois? Et donc je regardais les combats en me disant: «Putain, ils sont fous, c'est horrible, ils se tapent», et voilà, et j'ai commencé à dire: «Oh putain, c'est cool», et puis je commençais à suivre Wanderlei Silva, machin, et cetera. Donc je suis parti vraiment, pour moi ça c'était, complètement inconsciemment la première fois où j'ai, cherché à modifier mon mode de pensée, en mettant en place des actions, et ici c'était en regardant des combats que je trouvais ultra violents, et que franchement ça me faisait flipper à mort. Mm. Bref. Et puis bah de là j'ai fait les sports de combat, et puis après pour ma première compétition, comme je dis, bouquin. Et ensuite, troisième expérience, ça a été quand je commençais à prendre au sérieux ma préparation, quand je suis passé, non, après mon troisième premier combat pro, un peu sous l'impulsion de toute la période McGregor, là, avec la loi de l'attraction, etc. Donc j'ai commencé à étudier ça, et puis avec des bouquins Mm. de réussite. Je sais plus son nom, là, le mec qui est super connu en Tony réussite. Robbins? Ouais, peut-être, voilà. Donc ça aussi, c'était encore de manière un peu par moi-même, entre Mhm. guillemets. Et Yannick, Yannick, on se connaît depuis déjà quelques temps. Il venait s'entraîner chez moi il y a pas mal de temps. Et puis à un moment donné, il a fait sa formation et il m'a proposé d'attaquer. Pour moi, j'avais écouté le podcast de la préparatrice mentale de Thierry Riner, et j'avais trouvé ça super intéressant. Et je me suis dit, ah, ok, let's go, on va voir. Toujours pareil, avec, tu sais, quand tu as fait les choses un peu par toi-même, tu penses un peu savoir et maîtriser, comme ça, tu dis, oh, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je peux le faire moi-même. C'est comme une prépa physique, tu vois. Tu te dis, oh, je vais faire mes exos moi-même, je vais pas mettre d'argent là-dedans. Et puis après, bah, quand tu passes de l'autre côté, quand tu fais appel à un expert, tu te rends compte que, bah, voilà, si c'est pas ton taf, c'est pas ton taf, quoi. Et donc, tu fais appel à quelqu'un qui est un expert, qui met en place ces choses, et on a bossé ensemble comme ça, et voilà, une fois, deux fois, pour trois camps, je pense, 3 combats.
Mhm. Et oui, oui. Et les résultats étaient bien, bien supérieurs à ce que je pouvais attendre, clairement. En termes de résultats sportifs, mais est-ce qu'il y a aussi des éléments bénéfiques auxquels tu t'attendais pas? Parce que comme tu as fait un genre de préparation mentale toi-même tout seul sur base des renseignements que tu as pu prendre dans certains livres, est-ce qu'il y a eu des éléments qui t'ont surpris quand tu as commencé à travailler avec Yannick? Euh, oui. Alors, le truc, c'est que, enfin voilà, la prépa physique, la prépa technique, la prépa mentale, c'est pas, c'est pas parce que tu en fais que tu gagnes un combat, hein. Hmm. Ça vient améliorer ta performance et augmenter tes pourcentages de gagner un combat. Donc c'est pas parce que vous faites de la muscu que vous allez gagner votre combat, ou même si l'autre n'en fait pas, quoi. Donc c'est vraiment augmenter son pourcentage de réussite. Et modifier certains comportements, modifier certaines manières de voir et de faire les choses. Et effectivement, alors moi, avec ma rencontre avec Yannick, il y a des outils que je n'utilisais pas. Donc la PNL, je connaissais un petit peu, on pourra en reparler, hein, c'est la programmation neurolinguistique. Ça, j'en avais entendu parler en formation dans mes études. Mais par exemple, tout ce qui va être les points d'ancrage, qui nous expliquera aussi. Donc cette capacité à pouvoir, à partir d'un mouvement, à partir d'une pression, d'une acupressure sur une partie du corps, déclencher des réactions cognitives qui ont des conséquences physiques, hein. Donc, moi, pour vous expliquer nos objectifs quand on a travaillé ensemble, moi j'avais un premier problème, c'était, bon, c'est un peu dans le sujet actuel, mais je suis asthmatique et mais je n'ai pas de traitement. J'avais un traitement à l'époque. Et le problème, c'est que les fins des rounds, j'avais des grosses montées enfin voilà, j'avais vraiment, vraiment grosse oppression pulmonaire, beaucoup de mal à respirer et tout. Et vous imaginez bien, on n'a pas le droit au puff entre les rounds. Mais c'était très, très problématique pour moi. Et donc, on a travaillé là-dessus sur la récupération. Mais donc, l'objectif, c'était avec un point d'ancrage. Donc, un point d'ancrage, je vous montre le mien, hein. Il m'avait demandé, vous choisissez. Il y en a qui vont appuyer ici. Moi, j'appuyais mes deux doigts comme ça. Et ça avait deux effets. Donc, on a travaillé pour comment dire ça, que le cerveau relâche complètement le stress, redescende pour que les battements par minute redescendent le plus vite possible et que je me sente bien et que je ne panique pas d'avoir du mal à respirer, puisse reprendre ma respiration, etc., etc. Donc ça a été la première chose. Et alors, ce qui est merveilleux, c'est que le point d'ancrage, hein, là, en question, c'est qu'on peut mettre plusieurs choses dedans. On peut mettre plusieurs informations au cerveau. Donc ce point d'ancrage permettait de me relaxer à la fin des rounds, mais par exemple, on en a parlé, sur une phase un peu difficile, euh, Yannick définissait ça comme un regain d'énergie. Le fait d'appuyer, alors c'était comme si ma barre d'énergie remontait. Après, c'est peut-être que psychologique, hein, mais en tout cas, en une fois, c'était comme si, waouh, c'est parti. Même si j'étais mort, mais peu importe, ça me relançait bien, ça me reconcentrait et tout. Et donc ça fait partie des outils, alors qui sont pas comme ça, hein. C'est pas parce que vous allez appuyer sur vos doigts que ça va fonctionner, les amis, hein. Il faut Il y a des un travail derrière. séances, Ouais. il y a un travail, il y a des exercices à Mm. faire, il y a des choses. Et donc ça, c'était un des premiers points. Et puis après, on a eu plusieurs, on a eu, oui, tout ce qui était, on a travaillé ensemble, recherche d'objectifs, le walking, donc d'aller dans la cage, ne pas stresser, et puis aussi la visualisation. Donc la visualisation, on en a parlé, moi ça fait partie des premières choses que j'ai utilisées de moi-même. La visualisation toute simple, euh, être bien, aller au combat, etc. La visualisation fantasmée, qui est lié je trouve, à la loi de l'attraction, tu vois. Et ça, j'ai utilisé, et je pense un petit peu à mauvais escient, Mhm. parce qu'on en oublie pas mal de choses à côté. Et puis la visualisation d'un préparateur mental qui est là pour affûter, on va dire, ses capacités cognitives. Affûter ses capacités cognitives, augmenter sa confiance en soi, parce que on sait qu'on est capable.
Voilà. On, Voilà on va, oui. Oui, dis-moi. Non, vas-y, parce qu'en fait, tu as coupé, Euh, donc, mais c'est bon, vas-y. non, non, voilà la grande différence entre. Enfin, c'est même pas une grande différence, hein, c'est un fossé. Donc, la préparation mentale, très intéressant à avoir en tête, à utiliser, à faire un peu par soi-même. Par contre, le fossé qu'il y a et le nombre d'erreurs que vous éviterez en passant par un professionnel, c'est pour ça que je parle de fossé. Voilà. Ok. Alors, Yannick, avant de te poser une question plus large pour rebondir sur ce qu'a dit Brian, on a parlé de certains, je dirais, points techniques ou termes techniques sur lesquels j'aimerais qu'on puisse un peu approfondir pour les auditeurs qui ont aucune idée de ce dont on parle quand on dit PNL, par exemple. Est-ce que tu peux brièvement expliquer ce qu'est la PNL? Alors la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Et en fait, déjà, imaginez votre cerveau comme un ordinateur et on va programmer les neurones. Et il y a, de par le langage, aussi donc langage verbal et langage non verbal, Parler. pardon. Mhm. Voilà, langage parlé, langage du corps. Il y a beaucoup d'applications. Donc là, Brian en parle dans le cas de la préparation mentale. Ça, c'est un choix de ma part. Donc j'ai pris également un choix, donc dans mon exemple avec Florent Manodou, un coach mental. Mais ça ne veut pas dire en fait que la programmation neurolinguistique est utilisée tout le temps pour la préparation mentale. Moi, c'est vraiment une affinité que j'ai avec. Il existe plein de méthodologies, qu'on parlera peut-être après. Mais pour moi, de ce que je connais de la PNL, quand je vois ces applications, j'ai un peu pris des protocoles, je les ai adaptés à ma manière de travailler, je les adapte aux sportifs. Et c'est là en fait où j'explique un peu le fossé dont Brian parle. C'est donc on lit des livres, il y a des recettes toutes faites pour réussir sa préparation mentale. Mais malheureusement, il y a quelque chose qu'on oublie souvent, que le sportif ne peut pas se rendre compte, c'est qu'entre la recette toute faite, ce dont il a réellement besoin, comment il doit réellement l'appliquer sur lui-même, voilà, c'est là que le coach intervient. Hmm. C'est peut-être là que parfois certains coachs pêchent également dans la préparation, puisqu'il y a voilà beaucoup de techniques, il faut vraiment se les approprier et en fait c'est le sportif qui va vraiment mener sa préparation mentale. Le coach doit le suivre, il doit vraiment l'adapter. Donc voilà, il existe beaucoup de choses. La PNL, pour répondre plus directement, c'est un des outils qui peut être utilisé en préparation mentale. D'accord. Et ici, je vais rebondir sur quelque chose de très intéressant, parce qu'on en parle très souvent sur ces podcasts. Il y a un côté individualisation qui est extrêmement important dans la préparation mentale, dont tu viens de parler également. Les points d'ancrage, Brian les a très bien expliqués. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça, ou on considère que, avec ce que Brian a dit, l'auditeur pourra très bien comprendre ce dont il s'agit? Je pense que l'auditeur peut comprendre. Tout ce que je peux rajouter, quelque chose qui est peut-être difficile à comprendre, c'est qu'effectivement, il y a vraiment un impact physique ressenti direct. Mm. Et donc, de nouveau, un bête exemple. Si je vous demande de fermer les yeux et de vous imaginer sur une plage, avec le soleil, avec un verre quelconque, quelque chose qui vous fait plaisir, naturellement, si on arrive vraiment à bien se plonger dans l'histoire, le corps va se détendre. On va peut-être même ressentir la chaleur. Donc vraiment, voilà, il y a vraiment un impact physique dans une préparation mentale qui n'est pas négligeable. Et après, donc, pour parler, donc, enfin, pour continuer sur ce que Brian disait, le regard d'énergie. Donc, c'est plus, en fait, on fait un appel à un état émotionnel connu ou envisagé qui permet aux sportifs, bah, du coup, d'avoir le côté regard d'énergie. Enfin, j'adore. C'est vraiment, j'aime bien aussi belle image, Brian. J'aime bien les images, la petite barre d'énergie qui remonte comme les jeux de combat. Euh, donc vraiment, en gros, comment je pourrais dire, sur un point d'ancrage, on va se mettre dans un état émotionnel qui va engendrer un comportement souhaité D'accord. en un dixième de seconde. Et ça peut vraiment, vraiment faire la différence. Et techniquement, ça fonctionne en libérant dopamine, adrénaline, sérotonine, ou c'est uniquement psychologique? C'est en fonction du sportif. Ok.
Ça part, si vous voulez, de nouveau un exemple que je pense que tout le monde connaît à peu près, c'est le chien Pavlov. Donc l'histoire, c'est un chien, dès qu'on sonne la cloche, et en fait, à force de conditionner son mental, dès qu'on sonnait la cloche, il commençait à baver, mais on lui donnait pas à manger. Donc c'est très terre à terre, mais c'est un petit peu ça. Donc par rapport à un stimuli, on va organiser tout le corps et tout le système neuronal pour ressentir ce que le sportif veut, que ce soit physiologiquement, mentalement. C'est vraiment, on va travailler sur tous les systèmes, les codages neuronaux en fait, les systèmes. Voilà, je sais pas si je suis clair, mais tout le réseau neuronal, en fonction de ce qu'on pense, il va s'allumer à différents endroits. Et ben on va préprogrammer un Mhm. allumage spécifique pour arriver vers ce qu'on souhaite. Bah, ça amène directement vers ma question suivante, parce que tu parles en fait ici plus ou moins de créer un réflexe slash créer une habitude. Donc, ça amène ma prochaine question sur réellement la préparation mentale. Alors, on l'a déjà dit, c'est ultra individuel, mais comment se passe une préparation mentale classique? Combien d'entretiens tu dois avoir par semaine avec ton client? C'est client qu'on appelle aussi dans ce milieu-là? Ou Ça patient? dépend On en est sur... fait, non, pas patient, pas patient. On peut dire patient à partir du moment où on va faire un travail psychologique avec lui. Mhm. Donc là, un travail de fond, un travail thérapeutique. Typiquement, le coaching, on n'en fait pas, à part si on a la double casquette. Certains coachs sont également thérapeutes. Dans le cadre d'une préparation physique, on peut faire appel à un thérapeute pour résoudre des problèmes un peu plus profonds. Dans la réalité, c'est bien différent. Donc, je vous explique donc comment ça se passe de manière parfaite et après en 2 minutes ce qui se passe réellement sur le terrain actuellement. Donc il y a déjà le premier rendez-vous qui, pour moi, est le plus important. C'est là où on va commencer à discuter avec le sportif ou le client, le coaché, comme vous voulez. Et en fait, ça va permettre au coach de voir combien de temps ce que cela va prendre. Parfois, ça peut prendre 6 mois, parfois 2, 3 semaines. Et surtout, on va mettre en parallèle le temps de l'objectif. Voilà. Il y a 2 semaines, un sportif m'appelle, il a participé au championnat de Belgique de gym d'hier. J'avais 2 semaines pour le préparer. Voilà. Par contre, bah voilà, dans le cadre de Brian, il y a un travail de fond. Il y a eu son premier combat, puis il y a eu un suivi, on a travaillé ensemble par la suite. Donc voilà, on peut travailler sur des choses un peu plus sympas. Donc pendant cette premier entretien, donc le coach va vraiment décoder le sportif. Il va voir ses croyances, les croyances limitantes, les ressources, ses difficultés. Il va essayer d'explorer et de comprendre un petit peu le sportif, ce qu'il recherche, s'il a réellement envie de faire une préparation mentale. Parce Mhm. que parfois, c'est son coach technique, physique, qui lui dit, écoute, tu dois aller voir un coach mental. Mais au fond, lui, il n'a pas envie. Donc, voilà, pour moi, le premier entretien est vraiment très important. Donc, on va aussi parler de la manière de faire, comment je travaille. Et après, donc, chose qu'on n'a pas eu le temps de faire avec Brian parce que ça s'est passé de manière comme ça. Le feeling est passé directement. Donc après le premier rendez-vous, moi je demande de réfléchir. Je demande aux sportifs de réfléchir. On se prend 2, 3 jours pour voir si on accepte tous les deux le contrat. Et donc ça veut dire qu'au bout de 3 jours, je peux très bien refuser le contrat. Et le sportif peut très bien refuser le contrat. Sans aucune justification, voilà, je demande rien, c'est comme ça. Et donc ensuite, les premières séances, on va dire sur 2, 3 séances, je vais essayer de voir le sportif de manière régulière pour la programmation. Plus il est réceptif, plus ça va vite. Mais généralement, voilà, les premières séances, ça va être au moins 1 à 2 fois par semaine. Et après, donc, on va le voir régulièrement. Et de nouveau, c'est en fonction du sportif. Je suivais une personne, il avait besoin, c'était vraiment un besoin, qu'on a un rendez-vous toutes les semaines. Donc, on avait créé un système aussi de rendez-vous en ligne. Ce qui lui permettait déjà de payer moins cher, parce que ça a quand même un coût tout ça. Et surtout, moi, de pas me déplacer pour parfois 5 minutes, parce Mhm. qu'il avait voilà, besoin que de 5 minutes. Et c'est complètement compréhensible et légitime. Avec Brian, on se voyait de manière ponctuelle, ça pouvait être décalé dans le temps, et quand on se revoyait 2, 3 mois après, on faisait un petit check, on voyait où est-ce qu'il en était, et ça repartait vite. Donc vraiment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise fréquence. De nouveau, je reviens
Ce que je disais, c'est vraiment aux sportifs et aux coachs de s'adapter en fonction des besoins, du feeling et enfin, voilà, de toutes les composantes à prendre en compte. Et j'imagine que dans les premiers rendez-vous ou entretiens que tu as avec tes sportifs, tu as une partie qui élabore les objectifs sportifs de l'athlète. Et toi, ton exercice, c'est de trouver les objectifs sur lesquels tu peux avoir un impact. Et ça va définir ton plan de travail. Alors, c'est peut-être enfin, un petit peu plus compliqué Ok. parce qu'en fait, donc, dans le cadre d'un coaching mental, l'objectif, c'est le sportif qui le fixe. Mhm. Le coach mental n'a pas le droit de fixer l'objectif pour le sportif. Bien sûr. Et dans le cas d'un tripartite, c'est encore plus compliqué. Donc tripartite, ça veut dire le coach technique, l'objectif du coach technique sur son sportif, le sportif et le coach mental. Les objectifs sont différents et donc là, je vais devoir essayer de trouver le juste milieu, mais en n'oubliant pas que pour les règles de déontologie et d'éthique, c'est le sportif qui prime. Et donc, ça m'est arrivé de définir des sportifs, des objectifs globaux avec le club. Et malheureusement, dans le cadre du travail de coaching, j'ai dû travailler sur autre chose avec le sportif. Et le jeu, c'est d'arriver à ce que les objectifs globaux du club, du coach, de technique, soient respectés, mais surtout que le sportif arrive à atteindre ses objectifs. Je sais pas si je suis clair, parce qu'il y a plein d'objectifs partout. Euh, mais donc voilà, théoriquement, c'est pas au coach, pour faire un peu la synthèse, c'est pas au coach mental de faire l'objectif. C'est le sportif. Je vais l'orienter, je vais l'aider à trouver les bons objectifs en fonction de ce que je vais percevoir, ce que je vais décoder de son comportement. Mais le bon objectif, c'est là, je reviens sur le terme client, Mhm. parce qu'il y a quand même, voilà, le sportif vient chercher quelque chose de précis. C'est notre client, donc on doit répondre à son besoin. C'est ça. Ju- C'est, oui. Juste pour rebondir sur ce que tu dis, donc, mais ça rejoint un petit peu les 2 jours de latence que tu laisses pour accepter ou non de suivre une personne. Donc si j'imagine que si un sportif a un objectif qui pour toi n'est pas euh, réalisable ou qui est pas juste en soi, tu peux refuser de le suivre. On est d'accord, c'est ça, hein? Donc oui, il y a Ou peu importe plusieurs l'objectif, raisons. tu. Non, 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 non. Donc normalement, à la fin de la première séance, les objectifs sont plus ou moins définis. On a déjà défini la manière de travailler. Mhm. Mais je me laisse toujours 2 jours à moi et aux sportifs parce que donc moi, en fonction des objectifs, parfois il y a quelque chose qui peut me paraître pas écologique. Exemple, je veux rentrer dans la cage en ayant une mentalité de guerrier et je me rends compte dans le décollage que la personne a des problèmes de filtre, que la personne a des problèmes de barrière sociale et que si je commence à travailler sur un tel objectif, la personne peut devenir dangereuse Oui, et qu'elle ne veut pas l'entendre. Donc dans ce cas-là, je refuse moi de travailler avec ça. oui, Parfois, il y a on est le d'accord. C'est vraiment où il peut y avoir un danger pour la personne ou pour les autres. voilà et Moi, même une question de feeling. j'ai la même chose en nutrition. J'ai déjà eu des demandes genre, je suis un amateur, pesé le jour même, je dois perdre 7 kilos et alors voilà, où le mec il est à 80, il veut combattre à 70 le jour même, avec la pesée le jour même, et je lui dis, mais non, non, c'est trop dangereux, non, non, tu combats pas. Donc là, c'est la même chose. Si tu sens que la préparation mentale peut être dangereuse pour la personne ou pour autrui, tu peux refuser de manière déontologique. Je refuse et je vais même aller Ok. plus loin. Il y a aussi une histoire de feeling. Si je sens que le feeling ne passe pas Ok. avec le sportif, je ne vais pas l'accepter parce que ça veut dire qu'il va me cacher des choses, il ne va pas être honnête, ou Mhm. même moi, s'il y a quelque chose qui ne passe pas, enfin on ne peut pas être aimé, on ne peut pas aimer tout le monde, donc ça veut dire que Mhm. je ne suis pas le bon coach pour lui, puisqu'il y a un problème, donc du coup je vais refuser le contrat parce que je sais qu'on ne va pas faire du bon boulot. Donc tu recherches aussi de l'authenticité dans la relation, alors ça?
Oui, pour moi, c'est important Hmm. dans le coaching d'avoir une relation authentique, parce que dans tous les cas, il y a ce cadre déontologique et éthique. Donc, je garderai toutes les informations confidentielles. Mais si le client a un doute, le sportif a un doute, il n'y aura pas du bon travail. Enfin, moi, je sais Ok. que peut-être des coachs qui le font. Pour moi, à un moment donné, on va arriver à une barrière qui sera pas, on ne pourra pas aller au-delà. Donc, c'est une perte de Ah, temps c'est pour tout le monde. intéressant. C'est intéressant et honnête parce que effectivement, du coup, tu te considères aussi comme collaborateur. Tu prends pas un client pour avoir un client supplémentaire, tu prends un client Hmm. pour aussi être un des éléments qui justifie sa réussite. Et si tu te sens pas capable de l'aider dans sa réussite, bah, tu vas pas prendre le contrat, ce qui me semble logique, mais ce que tout le monde ne fait pas. Donc, en parlant de ça, on va essayer d'illustrer avec peut-être un exemple concret. Je pense savoir quel exemple tu vas utiliser, Brian, parce qu'on en avait parlé. Mais est-ce que tu as un exemple vraiment concret que tu peux nous raconter où la préparation mentale t'a aidé lors d'une performance ou d'une préparation? Euh, euh, Un exemple concret. Ouais. Euh, Bah, Est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière où, selon toi, le travail que tu as fait avec Yannick euh, t'a aidé dans une performance ou simplement dans une préparation pour un combat? Clairement, bah, comme je te dis, dans la préparation, le regain d'énergie pour pouvoir faire mes rounds très intensifs, parce qu'on j'avais un préparateur. Ce qui était bien, c'est que j'avais mon préparateur mental et mon préparateur physique qui bossaient ensemble, parce qu'ils sont potes, tu vois, donc ça c'est cool. Et donc, le préparateur physique m'avait augmenté mes entraînements intensifs et c'était là où c'était le plus difficile. Donc sur la question de la récupération, ça c'était vraiment quelque chose qui était très efficace. Sur les combats, c'était comme je te l'ai dit, hein, de pouvoir rentrer dans la cage, c'était complètement différent. Après, il y a sûrement d'autres choses, mais c'est pas forcément des choses que j'ai envie de partager, j'imagine. Ok. Mais mais en tout cas, voilà, le fait d'aller dans la cage, je réfléchis un petit peu. Si, je pense que sur ma dernière prépa, ah si, ça je pense que je peux le partager. Comme je disais, j'avais tendance un peu à visualiser mes combats, mais que sur la fin du combat. Genre me visualiser avec Hmm. les bras levés ou des trucs comme ça, et je me disais que bah, si je voyais ça arriver, ça arriverait. C'est un peu le principe de la loi de l'attraction. Et Yannick m'a dit non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu dois te visualiser en train de faire ton combat, d'esquiver, de passer ta droite, de ci, de ça, non pas de visualiser le résultat, mais de visualiser les moyens qui amènent au résultat. Et, euh, et ça a complètement. C'est un peu stressant au début, parce que ben, on parlait, là, tu demandais si ça crée de la dopamine ou Hmm. de la. Mais en fait, Épinéphrine ou sérotonine, ouais. ou de l'adrénaline, mais en fait, si vous visualisez un combat, vous avez un combat, et plus vous rapprochez du combat, plus vous visualisez ça dans votre lit avant de dormir, et plus vous sentez votre cœur qui monte et le stress qui arrive, tu vois, avec toutes ces réactions en chaîne. Et donc, de visualiser tout ça, ça m'a permis d'aller dans la cage en étant sûr enfin sûr, en sachant que j'ai les moyens de gagner le combat. Et donc, et en plus de ça, parce que Yannick en parlait tout à l'heure, euh, on peut driller des techniques, on peut les répéter, refaire, etc. Et on a la possibilité aussi de les driller mentalement, de les faire et de les visualiser en train de les placer, hop, 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 qu'est-ce que je fais, tac, 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 je place et tout. Et c'est une sorte d'entraînement supplémentaire. Parce qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle la mémoire corporelle, mais j'imagine que les muscles n'ont pas de mémoire. Mais il y a une mémoire mentale, il y a une manière d'imaginer son corps, etc. Et donc d'augmenter, entre guillemets, euh, facticement, c'est pas facticement, c'est pas le bon terme, mais c'est le nombre de répétitions, tu vois, Hmm. euh, dans sa pratique. Et ça m'a beaucoup aidé. Et donc voilà, ça c'est vraiment les trois gros points. Mais comme le disait Yannick, hein, la préparation mentale ne se limite pas à ça. Moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est vraiment la PNL, c'est vraiment les points d'ancrage, la visualisation. Il y a encore plein d'outils et c'est vraiment, euh,
individualisé en fonction de la personne. Certains ont besoin de 30 minutes, certains ont besoin de 5 minutes, Hmm. certains ont besoin d'une seule séance pour que le cerveau, paf, ça déclenche. D'autres ont besoin de certaines séances. Et ça me fait rebondir sur une chose que je trouve très intéressante et qui va intéresser aussi les coachs. Alors, c'est pas le coach talk, hein, mais, mais Yannick parlait de la capacité de la préparation mentale à améliorer les techniques. Et moi, je voulais le questionner, Yannick, parce que j'ai beaucoup, moi, en tant que coach, de pratiquants qui viennent d'autres clubs ou qui ont été formés ou qui croient, ou des pratiquants qui sont un peu persuadés de tout savoir et qui ont des vieux réflexes ancrés, tu vois, dégueulasses comme ça, qui me gonflent. Et je leur dis, les gars, vous me corrigez ça, ça me saoule. Mais je pense pas que ma méthode soit très efficace, tu vois. Dans le sens où quand je dis arrêtez de mettre le genou au sol quand le gars est debout pour mettre au sol, ou arrêtez de descendre votre main sur les jabs, ça me gave. Et je pense que ma méthode n'est pas bonne. Donc je souhaitais savoir, Yannick, si une préparation mentale comme ça permettait de corriger des choses qui sont ancrées depuis des années et des années. Tu vois, on connaît tous ça en tant que coach, les vieux réflexes qui en plus reviennent en combat. Tu vois, genre tu vas bosser pendant un mois avec une personne pour qu'elle bosse son job bien, pap, pap, et puis la fatigue arrive et c'est reparti, tête au vent, manteau au vent, le point qui tombe comme en 14-18, quoi. Donc voilà Yannick, ça, c'est ma transition, ma question. Juste avant de te répondre, je vais rebondir sur une chose. C'était sur comment tu as dit, attirer, visualiser la gagne tout Ouais. à l'heure. Oui, Visualiser la victoire avec la main Voilà. levée et il faut La, plutôt la loi de visualiser les l'attraction. moyens. Ouais. La loi de l'attraction. Donc là, c'est un bon exemple de personnalisation du coaching, puisque les deux existent. Et je savais que dans ton cas, le fait de visualiser la réussite était contre-productif. Et c'est pour ça que je préférais te voir visualiser la réussite de tes déplacements techniques, de ton game plan, etc., etc. ok, ça va. Moi, Euh, personnellement, je pense que les deux doivent fonctionner ensemble. Dans le sens où moi, j'ai toujours visualisé ma réussite et par contre, euh, j'ai pas visualisé les moyens. Et je Hmm. sais que j'avais entendu des combattants qui visualisaient les moyens, qui se voyaient le combat plusieurs fois, etc. Et je comprenais pas. Bref. Et je pense que, ouais, Et ouais, je pense que ça fait, enfin, c'est ça fait un intéressant de bon savoir lien que les deux avec, existent. Mm, ça fait un bon lien avec un podcast qu'on a fait récemment sur Connor, le fait de s'entraîner en mode individualisation à 100% ou en groupe à 100% et trouver le mhm, bon curseur entre les deux. Je pense qu'ici, exactement. selon le profil, les deux sont nécessaires, mais dans certains cas, ce sera 90%, Ouais. 10%, et dans d'autres cas, tu seras sur du 50-50 et tout ce qu'il y a au milieu. Mm, mm, mm. bon. Et pour répondre à ta question. Donc la première question à se poser, c'est est-ce que réellement le sportif veut changer parce qu'il comprend le besoin de changer, ou est-ce qu'il veut changer pour toi? Ouais. Donc rien que dans cette question, si il veut changer parce que tu l'as dit plein de fois, mais qu'il ne comprend pas les raisons réellement profondes, euh, comme j'entends beaucoup de gens, c'est pas à mon âge que tu vas me changer, ça fait des années que je fais la même chose. Donc là, ça Ah, montre quand même une ouais. forte résistance et que même si un sportif change, si au Mm, fond de mm. lui, il est dans ce genre de croyance, malheureusement sous stress, voilà, ça retombe. Mais s'il a vraiment envie de travailler et de changer, oui, effectivement, il y a un travail qui permet de changer les habitudes. Enfin, quand je dis habitude, je vais simplifier, je vais garder le mot habitude. On va vraiment travailler sur de nouveau les connexions neuronales. Ben, vous connaissez un mouvement, le cerveau s'active, ça entraîne un mouvement. On va l'activer de manière différente. On va visualiser en train de l'activer, pardon. On va lui faire ressentir des choses favorables, défavorables, en fonction de ce qu'on doit changer. Donc oui, c'est possible. Tu Mais vois. de nouveau, voilà, il faut un Et contrat entre le coach et le dans le coaché. cas où il veut pas changer, est-ce que tu pourrais me former à la manipulation mentale? Mais on voit ça après. C'est ça, Non, on je peut rigole. voir ça. Mais par contre, c'est vrai que j'aime bien ce que Yannick a dit. C'est est-ce que tu veux changer pour moi ou est-ce que tu comprends pourquoi Mm, tu mm, veux mm. changer? Et je pense qu'effectivement, si toi tu dis ça me gave, tu pousses le gars à changer pour toi dans la Non, communication. après voilà, c'est pour rire. Non, non, j'ai des gars qui changent pas effectivement. Je pense que derrière, comme je te le disais, ils
sont persuadés de mieux savoir. Et puis bah, j'ai des profils aussi, des gars qui font l'effort, qui bossent et qui sera le dessus. Mais moi aussi, hein, tu vois, moi il y a des choses sur lesquelles je bosse pour changer des vieux défauts, j'ai l'impression d'avoir des vieux démons. Et puis avec la fatigue, et puis parce que j'oublie, et bien ça se désancre entre guillemets, tu vois. Mm. Donc non, non, je pense qu'effectivement il y a les deux. Et effectivement, je pense que oui, un frein au changement, c'est pas en rentrant dedans. C'était plus pour l'humour, hein, je parle pas comme ça. Ça dépend à qui, mais En parlant de mots, avant ouais. de... Donc là, on est bien rentré dans le spécifique MMA. Maintenant, on va un peu s'écarter et parler vraiment du métier et des conseils que Yannick pourrait avoir à ceux qui veulent commencer. Il y a un mot qu'on a utilisé plusieurs fois dans le podcast et j'ai un genre de question pour Yannick, c'est le mot stress. En français, et je pense dans beaucoup de langues, le mot stress a une connotation assez négative. Euh, Néanmoins, je fais partie de ceux qui pensent que le stress peut être utilisé comme une force, mais j'aime bien le distinguer. J'aime bien utiliser le mot stress pour quand c'est négatif et le mot stimulé quand c'est en positif. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux expliquer? Comment est-ce que une même situation qui génère les mêmes réactions neuronales et psychologiques peut être utilisé de manière positive et négative, ouais, positive ou négative, donc stress versus stimulation, pardon. Bien sûr. Alors déjà, tu as déjà quasi répondu à toute la question. Donc un stress, donc déjà c'est une réponse physiologique à quelque chose de négatif pour la personne. On est dans la rue, il y a un coup de klaxon, on stresse, on envoie plein d'adrénaline, on a des mouvements explosifs pour pouvoir repartir rapidement. Donc voilà, tout stress, donc il n'y a pas de stress négatif, c'est la gestion du stress qui peut devenir négatif. Mais un stress, finalement, c'est une réponse pour un comportement de survie, j'ai envie de dire. Et par exemple, je ne sais plus quelle étude ça a fait rire, les gens préféraient mourir, enfin ils avaient plus peur, pardon, de parler en public que de mourir. Donc je sais plus où est-ce que j'avais lu ça, et moi ça m'a fait tellement rigoler. Mais finalement, oui, dans la conscience des choses, le rejet d'autrui et tout ce qu'il y a derrière est une des plus grands stress. Et donc, dans tout ce que tu viens de dire, voilà, donc le stress, c'est quelque chose de positif. La chose négative, c'est comment on va la gérer et surtout à quel bon escient ou pas. Mm. Moi, j'ai déjà eu des dames qui venaient, ou c'était une dame, c'était deux, enfin une mère et une fille, elles avaient une peur des chiens, mais vraiment une peur des chiens, parce qu'ils s'étaient fait mordre, il y avait un traumatisme. Et en fait, à un moment donné, suite à la discussion, je leur ai dit, mais est-ce que ça devient écologique de ne plus avoir peur des chiens? Jusqu'à présent, vous avez réussi à vivre 20 ans en ayant peur des chiens. Vous répondez positivement à un stress environnemental négatif en vous éloignant de ce stress. Donc finalement, est-ce que c'est grave? Mm. Donc, quand j'aime bien ton côté stimulation et stress, mais finalement pour moi, il y a un stress et c'est la manière dont on va le gérer qui va être positif ou négatif. Mm. Tout simplement. Et tout ça, Ouais. ça se travaille. Ouais, c'est parce que moi j'aime bien prendre cette comparaison entrepreneuriale. Quand tu travailles, tu vas toujours avoir des situations stressantes. Tu vas avoir ton manager, ton directeur qui vient chez toi et qui dit j'ai besoin de ça pour demain. Et toi, ça va te faire stresser parce que tu sais que ça représente beaucoup de taf. Mais au final, la meilleure façon de performer, c'est de transformer ce stress en stimulation en disant ok, maintenant je vais être focus en fait. Et le focus, c'est un peu les mêmes libérations neuronales dont tu as besoin. Et si tu es stressé, tu vas mal travailler. Tu vas faire que penser à je vais être en retard, je vais être en retard, je vais être en retard. Et au final, tu vas être en retard. Alors que si tu es stimulé, c'est je dois finir pour demain, je vais tout donner pour finir pour demain et tu vas réussir ta tâche. Et en fait, encore une fois, c'est la même situation. Ce qui se passe dans ta tête, c'est exactement la même chose. Mais c'est l'œil avec lequel tu regardes la situation qui change ton attitude et qui te rend plus performant ou moins performant. Et j'ai bien aimé tout ce que tu as dit pour un peu nous éclaircir la situation. Donc maintenant, je vais faire un gros step back. Il y a probablement beaucoup d'auditeurs qui ont écouté ça avec une grande attention. Ceux qui restent en tout cas jusque maintenant, c'est qu'ils ont été intéressés par le sujet. Peut-être que certains sont en train de devenir coach mental ou aimeraient devenir coach mental, ça pourrait les intéresser, ou le sont déjà, mais en train de
de monter dans leur carrière. Si tu as 3 conseils à donner à un coach mental ou à un coach mental en devenir, quels seraient-ils pour s'assurer une chouette carrière? Euh, je- donc je pense que la première chose, c'est qu'il doit être passionné. Donc pas passionné forcément du boulot, hein, mais passionné de l'être humain, d'être un peu un détective. Ce que tu viens de dire justement, la perception du problème et le problème, donc dans ta gestion du stress. Euh, En tant que coach mental, ça c'est, je pense, vraiment intéressant puisque un coaché n'est pas l'autre, un sportif n'est pas l'autre. Ils peuvent arriver avec le même problème, mais la manière de traiter le problème ou d'aider le sportif sera complètement différente. Mm. Il y a à chaque fois, et c'est ce que je déplore un petit peu, là je pense que je vais pas faire beaucoup d'amis, mais il existe beaucoup de protocoles, donc plein de formations. Suivez ma formation en tant que coach mental. Voilà l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4. Suivez ça et tout se passera bien. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué et qu'un protocole, c'est très bien. Mais voilà, que s'il n'y a pas la passion de comprendre derrière ce qui se passe réellement dans la tête du sportif, déjà, ça devient très compliqué, je crois, de travailler sur le long terme en étant efficace. Et donc, pour les mêmes raisons, ça entraîne quoi? De continuer à se former. On a parlé de quelques outils actuellement. Il en existe plein, plein, plein. Je ne pense pas qu'il soit très intéressant de devenir vraiment pro d'un outil en particularité. Donc, comme l'a signalé Brian, pardon. Moi, je travaille beaucoup avec la PNL. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui me convient bien. Je pense que les gens qui écoutent ont peut-être perçu que j'avais un peu une voix hypnotique, comme ça. Donc, j'utilise aussi pas mal de l'hypnose dans la PNL. J'utilise aussi de l'analyse transactionnelle, de la visualisation. Donc, je mélange un peu, je crée des protocoles, je teste. Mais voilà, je pense que de continuer à se former tout en restant ouvert aux outils, s'approprier les outils, voir ce que le coach a besoin, c'est important. Et un troisième, comme on parlait de PNL juste avant, mon dernier conseil, ça serait un des principes de la PNL qui dit qu'il n'y a pas d'échec, mais que du feedback. Et je trouve qu'il est très important pour un coach d'admettre ses difficultés, d'admettre de ne pas avoir réussi justement une préparation mentale, d'avoir échoué avec un sportif. Tout ça dans le but vraiment de pouvoir augmenter ses performances, son efficience dans le coaching. Et même si ça peut paraître vraiment, c'est compliqué parce qu'on prépare mentalement un sportif, on touche vraiment à quelque chose de pas concret. On sait que pour certains c'est vraiment très important parce qu'ils ne peuvent rien faire sans. Et c'est très dur d'admettre qu'on a échoué. C'est très dur d'admettre que là je suis pas assez formé pour pouvoir travailler avec ce sportif. Voilà, donc il y a vraiment ce rôle, on en revient sur voilà la formation, sur continuer d'évoluer. Moi, je sais que par exemple là, je vais aller dans le milieu de l'entreprise. Je vais essayer d'aller dans le milieu de l'entreprise. Le but, c'est d'éprouver mes techniques du sportif sur les managers d'entreprise, puis d'avoir des techniques de manager pour l'éprouver sur les sportifs. Et voilà, je trouve que c'est important vraiment de rester vraiment humble. Voilà, je pense que ce sera le mot de la fin, j'ai envie de dire, pour mes conseils. C'est l'humilité avec le cerveau, qui est quand même quelque chose de très, très complexe, très compliqué. Nous avons malheureusement eu des soucis de connexion sur la fin de ce podcast. Heureusement, c'était la dernière question. On en arriva à la conclusion que je vais donc faire tout seul. Je pense qu'il y a quelque chose que Brian a dit qu'on n'a pas spécialement souligné, mais qui était important par rapport à ici. On en parle très souvent chez Fight Minds. C'est qu'en MMA, il y a plusieurs curseurs. Et chaque curseur, on va essayer de le mettre au top. Donc on a le curseur évidemment en compétences techniques, il y aurait le curseur préparation physique, il y a le curseur nutrition, il y a le curseur sommeil, il y a le curseur relations saines, et il y a le curseur préparation mentale. Ça fait partie du monde du MMA. Et chez beaucoup de gens, c'est à zéro. Et comme on le sait, au niveau élite, chaque détail compte, chaque curseur compte. Là où est chaque curseur va compter. Et la préparation mentale, je pense que c'est quelque chose de très important. Donc, Brian m'a dit hors antenne, un conseil que lui donne, c'est de mettre un pied dedans. Il m'a donné un très bon exemple qui est totalement judicieux, c'est comme le MMA. Tu n'as pas besoin, pour ton premier cours, d'aller chez le meilleur coach. Tu peux demander à un de tes meilleurs potes qui fait du MMA depuis 1 an seulement de t'initier en cours privé. Ou même si le mec fait un séminaire et qu'il n'y a pas beaucoup de monde parce que ça fait que 1 an qu'il fait du MMA, vas-y.
ce sera pas le meilleur cours de ta vie, ce sera peut-être pas les meilleures explications techniques, mais ça te met un pied dedans et ça permet de jauger si ça t'intéresse ou non. C'est pareil pour la prépa mentale. Tu fais un premier pas, même toi-même, comme l'a fait Brian, en lisant un livre, ou en te renseignant toi-même, ou en commençant peut-être à faire de la visualisation très simpliste pour toi. Et puis, bah, ça va déclencher certaines choses et tu vas peut-être par la suite aller voir un préparateur mental. En tout cas, moi, c'est quelque chose pour lequel bah, j'y crois évidemment. Je pense que chaque curseur qui peut être amélioré peut apporter sa pierre à l'édifice et clairement sur tout ce qui est mental, c'est ultra bénéfique. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je suis un grand fan de Huberman et on en a parlé. Il y a ce côté stress en MMA, il y a ce côté gestion des émotions, gestion de l'adrénaline, gestion de toutes ces émotions qui peuvent être négatives et qui peuvent être transformées en force, qui peuvent être transformées en positif. Et moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup, évidemment, c'est choisir de me mettre dans des difficultés. C'est adversity by choice. C'est, je dis tout le temps cet exemple de prendre des bains froids, des douches froides. Je peux aussi prendre l'exemple de quelque chose que je fais souvent, faire des jeûnes prolongés. C'est tu as le choix du confort, la douche chaude, le bain chaud. Tu as le choix du confort, manger comme d'habitude. Mais tu as aussi le choix de te mettre en difficulté, jeûner. Il y a une différence entre jeûner, faire le choix de ne pas manger, et mourir de faim. Jeûner peut être bon. C'est une question de mindset, de mental. Et là, c'est pareil. La préparation mentale peut justement te stimuler, t'habituer à des situations compliquées, difficiles, et faire en sorte que tout ce qui se passe dans ton cerveau, toutes ces libérations c'est beaucoup de l'épinéphrine dans le combat qui va sortir, que tu les utilises correctement pour avoir un meilleur focus, pour avoir une meilleure préparation, pour avoir une meilleure psychologie du combat, et donc pour mieux performer. Parce qu'on le sait, quand les émotions te submergent, il n'y a que ton instinct qui fonctionne et de temps en temps, c'est pas le meilleur. Quand c'est tes émotions qui te font combattre, c'est pas le meilleur, surtout si tu es un combattant cérébral qui aime bien les situations contrôlées plutôt que chaotiques. Donc voilà, pour toutes ces raisons, j'invite tout le monde à faire un premier pas, à tester, et surtout, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez-la si elle vous a vraiment plu, et commentez avec vos opinions, vos expériences si vous êtes suivi par un coach mental. A très bientôt, c'était Chris pour Fight Minds avec Brian et Yannick. Merci aussi à eux, de nouveau, pour leur temps, leur transparence sur leur expertise. Et j'espère aussi que ça vous a plu d'avoir la dynamique de l'avis du coach, mais aussi l'avis de l'élève qui est un peu genre l'exemple du terrain. Parce qu'il y a la théorie, il y a la pratique, et aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir pu lier les deux sur le domaine du coaching mental.